Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis aujourd'hui à la campagne, dans un décor inhabituel. Mais bon, ça ne change rien. Et donc je vais aujourd'hui faire une vidéo sur un article qui est paru en 1948, donc 3 ans après la fin de la guerre. C'est un détail qui aura son importance, vous allez le voir. Et dans le magazine American Scientist, par un mathématicien qui s'appelait Warren Weaver, et donc qui est consacré à Science and Complexity. Bon, la traduction en français est assez simple, hein, c'est science et complexité. Alors peut-être certains vont se demander, mais pourquoi s'intéresser à la complexité? Eh bien je pense que c'est un sujet très important. C'est un sujet qui, selon moi, devrait structurer, devrait fonder la philosophie contemporaine, parce qu'elle nous amène, elle nous oblige à prendre en compte, à prendre conscience que le monde dans lequel nous évoluons est un monde complexe. Alors on va voir dans quel sens il faut prendre le mot complexe. Ça n'est pas tout à fait, ça ne veut pas dire que c'est un monde compliqué, un monde où on ne comprend rien. C'est un sens particulier qu'on va développer dans plusieurs vidéos. Donc celle-ci est la première, elle est consacrée à un article qui, à mon avis, est fondateur. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres écrits vraiment aussi argumentés sur cette question de la complexité, avant donc cet article de Warren Weaver. Alors, qui est Warren Weaver? C'est donc comme je l'ai dit, c'est un mathématicien. Bon, je vais prendre une espèce de biographie qui est sortie sur un article à propos de l'article dont je vais parler, donc qui lui est sorti en novembre 2012. Et donc Warren Weaver est né en 1894 dans le Wisconsin. Et donc il a fait des études de mathématiques, mais très rapidement il s'est aussi intéressé à la biologie. Et on va voir que c'est vraiment quelque chose d'important pour la complexité, puisque vraiment la science, le domaine scientifique qui illustre le mieux la complexité, c'est la biologie. Autre point important dans sa biographie, donc il a travaillé sur justement, alors il a travaillé sur les théories de la communication, en particulier avec Shannon, mais donc aussi, comme je l'ai dit, sur la biologie. Et puis pendant la guerre, il a dirigé un groupe de mathématiques appliquées dans le cadre de l'US Office of the Scientific Research and Development, donc entre 1943 et 1946. Et donc pendant la guerre, il a écrit des papiers sur la théorie de l'information, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la traduction des langages aussi. Et bon, donc il a travaillé sur plusieurs domaines, mais en particulier, donc on voit théorie de l'information, mais aussi biologie, et puis aussi un peu organisation, puisqu'il a dû diriger un groupe. Voilà. Alors revenons-en maintenant à son papier, à son article de 1948. Alors dans cet article, Warren Weaver essaye de tracer comme ça comment dire, un survol, hein, de l'histoire des sciences, du point de vue justement de cette question de la complexité. Alors, et il démarre par la physique, hein, puisqu'en fait la physique, ça a été, on va dire, même si on fait de la biologie sous forme de médecine depuis très longtemps, mais en tant que science, c'est quand même un phénomène assez récent, qu'on vraiment on l'étudie. Enfin, avant il y avait une biologie un peu descriptive, hein, on trouve des choses chez Aristote, mais c'est vraiment par la physique qu'est apparue, on va dire, la science moderne. Et donc il dit en particulier qu'au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, la science physique a appris à travailler avec les variables. Alors ça, c'est un point important. Les variables, c'est-à-dire les valeurs, en fait. Hein. Et puis des choses qui peuvent varier, donc des valeurs qui varient. Ça, c'est un point, oui, comme je disais, important, parce que si on prend par exemple
même dans la critique que font les sceptiques de la possibilité de la connaissance, on en parlera dans une vidéo que je consacrerai à l'histoire du scepticisme, mais les sceptiques prennent comme exemple le chaud et le froid. Ils disent on ne peut pas connaître ce qui est chaud et ce qui est froid, puisqu'en fait, ce qui est chaud pour l'un ne le sera pas pour l'autre, et ce qui est froid pour l'un ne le sera pas pour l'autre, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que dans une science purement descriptive, avec des mots, il y a des choses qu'on a du mal à évaluer. Et ce qui nous a permis de sortir, par exemple, de cette question du chaud et du froid, c'est tout simplement la mesure des températures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien entendu, à titre subjectif, on peut dire « oh là là, il fait chaud ou il fait froid ». Mais quand on veut vraiment faire des sciences, on parle de degrés, on mesure la température. Et on dit, voilà, quand l'eau atteint tant de degrés, à 100 degrés, elle bout, et à 0 degré, elle gèle. Bon, on ne dit pas quand elle est chaude, elle bout, et quand elle est froide, elle gèle. Voyez. Donc, et on peut faire varier la température. Donc c'est à travers les variables, cette notion de variable et de valeur, et donc de mesure, que s'est développée la science physique. L'autre point important dans ce type de science, c'est qu'on était dans un domaine où il y avait peu de variables. Si on prend par exemple la théorie de la gravitation universelle de Newton, en fait il y a 3 quantités, enfin 4 on va dire. C'est-à-dire que vous avez la force de la gravitation, vous avez les masses des 2 corps en présence et la distance qui les sépare. Donc en fait, la force est la résultante. Donc si on prend le mécanisme, il y a 2 masses et une distance. Et donc il est assez facile de bloquer 2 de ces 3 variables et de faire varier la 3e. Et ainsi de mesurer l'impact sur la force. Donc on est dans un système qui est hautement déterministe par le simple fait qu'on a très peu de variables et puis que ces variables sont indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut faire varier la masse d'un des corps, ça ne fait pas varier la masse du deuxième corps et ça ne fait pas varier la distance. Donc on peut faire varier une des variables, c'est le cas de le dire, de façon indépendante. Donc ça c'est vraiment très important et ça a permis de grands développements. La physique, la mécanique fonctionne ainsi, l'électricité fonctionne largement ainsi, etc. etc. Donc c'est ce que développe Warren Weaver au début de son article. Et il dit le problème significatif des organismes vivants, c'est qu'ils sont rarement de ceux où on peut maintenir rigide, maintenir fixe, maintenir constante toutes les variables sauf 2, par exemple, juste pour les faire varier. En fait, les organismes vivants, en fait, vous avez une certaine quantité de variables, une demi-douzaine, voire plusieurs douzaines, qui vont varier simultanément. Donc si vous faites varier l'une, boum, ça fait varier les autres. De toute façon, elles varient toutes seules. Et en plus, elles sont interconnectées. Donc quand vous en faites varier une, ça a un impact sur les autres variables. C'est très différent, vous voyez, de la mécanique de Newton, ou par exemple de la loi d'Ohm, U égale RI. Vous pouvez faire varier la résistance. Si vous maintenez le courant constant, ça va faire varier la tension, la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Vous voyez, il n'y a pas d'interaction entre la résistance et le courant. Chose qui est très très différente dans un organisme vivant. Donc ça fait que la science en question change de nature. C'est plus les mêmes méthodes de travail, c'est plus le même type de modèle que vous devez mettre en place. Donc, il dit en gros, pour résumer, avant 1900, c'était principalement des problèmes des problèmes simples au sens la structure du problème est simple, ça ne veut pas dire qu'il est simple à résoudre, etc. Mais la structure du problème est simple parce que globalement on peut faire varier un petit nombre de variables. Alors que dans les sciences de la vie, ce n'est pas du tout le cas. Alors, après, donc, il
il parle de l'évolution de la science, et il dit au 19e siècle, il y a quand même eu un autre type de science qui est apparu, c'est ce qu'on peut appeler la complexité désorganisée. Le cas typique de la complexité désorganisée, ce sont les gaz. Dans un gaz, toutes les molécules de gaz sont agitées en mouvement brownien, en fonction de la température. Et, comment dire? Et donc, le comportement de chacune des molécules, en gros, il y a des chocs entre les molécules. C'est ces chocs qui déterminent un certain nombre de choses, la pression qu'elles exercent, etc. Et donc, comment dire? Le comportement de chaque molécule, vous pouvez l'étudier. En gros, c'est des chocs élastiques, presque classiques de mécanique. Mais le problème, c'est que dans un gaz, si vous prenez 1 mètre cube de gaz, vous avez une quantité faramineuse de molécules. Donc même si chaque mouvement est déterministe, le comportement global du gaz, vous ne pouvez pas le calculer. Il y a trop de molécules. Trop, il y en a des millions, des milliards de molécules. Donc vous ne pouvez pas calculer. Et là, vous faites des statistiques. Et les lois statistiques sur les gaz qu'on a étudiées au 19e siècle fonctionnent très très bien. Et ça a donné lieu ça a donné naissance à la thermodynamique, qui est une sorte qui sont des principes fondateurs, fondamentaux plutôt de la physique, qui s'appliquent à tous les échanges de chaleur, etc. Ça a donné lieu au développement des moteurs, à l'étude vraiment physique des moteurs et tout. Donc, cette complexité désorganisée, on dit désorganisée parce que globalement, c'est un peu ça paraît chaotique, peut s'étudier de façon statistique. Alors, il y a des systèmes non physiques qui ressemblent à ça aussi. Par exemple, on peut imaginer les cours de la bourse ou des choses comme ça. Ou alors, un autre sujet très intéressant qui s'étudie comme ça, ce sont les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, en fait, leur stabilité financière, leur rentabilité, elle est due au fait que il y a des constantes dans la société. C'est-à-dire que tous les ans, vous aurez tant de pourcents d'accidents de la route. Ils ne sont pas capables de vous dire si vous aurez un accident de la route, ou si moi j'aurai un accident de la route. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'il y aura X% d'accidents de la route. Et que ce pourcentage, il varie assez peu d'année en année. Alors il peut évoluer en fonction des règlements, des lois qu'on va mettre, les limitations de vitesse, etc. Mais ça va faire varier lentement. Et donc, globalement, c'est prévisible, mais c'est prévisible selon des lois statistiques. Donc, c'est quand même des sciences, des techniques qui sont intéressantes, qui ne sont pas totalement déterministes, mais qui ont une sorte de déterminisme statistique, qui donc lui aussi a des résultats, on va dire, permet d'obtenir des résultats. Et en plus, alors je rappelle, il en parle, que les lois de la thermodynamique sont issues de l'étude statistique des gaz. La complexité ne s'intéresse pas à cette complexité désorganisée, mais elle s'intéresse à ce qu'on appelle la complexité organisée. C'est-à-dire que je détaillerai ça dans une autre vidéo à propos d'un livre d'Edgar Morin, qui s'appelle « Introduction à la pensée complexe ». Donc on étudiera le phénomène de l'intérieur. Là, Warren Weaver reste en gros à l'extérieur du sujet. C'est-à-dire qu'il constate qu'il y a des complexités organisées, c'est-à-dire des éléments des systèmes où les éléments sont en interaction et finissent par avoir des comportements pas totalement prévisibles d'ailleurs, moins finalement que les gaz parfaits par exemple, mais qu'on peut malgré tout analyser. Alors, dans ces éléments, bien entendu, dans ces systèmes-là, il y a le vivant. Le vivant, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, des dizaines de paramètres qui évoluent, qui interagissent entre eux. Quand vous faites varier un paramètre, ça fait varier les autres, etc. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que tous les systèmes qui s'appuient sur les systèmes vivants vont être eux-mêmes des systèmes complexes. Puisque le vivant, chaque être vivant est un système complexe,
eh bien, un système composé de systèmes vivants est un système complexe. Donc on peut partir de la cellule simple. Une cellule, c'est un système complexe. Un assemblage de cellules, donc un organe, le foie, c'est un système complexe. Puis alors donc un corps total, un corps humain, un être vivant ou complexe comme l'humain ou tous les grands mammifères, enfin les mammifères, etc., mais même les insectes et tout, sont des systèmes complexes basés sur des systèmes complexes. Mais alors après, si vous prenez des sociétés, hein, donc une société humaine, c'est un système complexe, mais donc la sociologie est une science de la complexité, mais même l'écologie, puisque l'écologie, c'est plein d'êtres vivants qui interagissent entre eux, donc, et qui s'influent, etc., qui font varier l'environnement. C'est un système complexe. L'économie, bien entendu, c'est un système complexe. La politique, hein, si on étudie la politique du point de vue du comportement politique des êtres, des humains, des citoyens, c'est un système complexe. Enfin, vous voyez, et puis alors, en fait, tous ces systèmes complexes interagissent entre eux. C'est-à-dire que l'économie agit sur le politique, la sociologie agit sur l'économique, qui agit sur... Vous voyez, tout ça, alors ça devient extrêmement compliqué. C'est pour ça que tous les gens qui proposent des solutions simples, des explications simples aux problèmes économiques ou aux problèmes sociaux, etc., ils sont complètement... Même à l'écologie, j'ai envie de dire, ils sont, comme on dit vulgairement, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils voudraient traiter des comportements de systèmes complexes comme si c'était des systèmes simples, des systèmes physiques avec 2 ou 3 variables et on peut bloquer toutes les variables sauf une, et puis non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc ça c'est vraiment en gros le haut. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article de Warren Weaver, il prend en particulier comme exemple l'expérience qu'il a eue pendant la guerre. Et il dit donc forcément, encore une fois, quand on fait des études, même de mathématiques appliquées par rapport à des décisions qu'on doit prendre pendant une guerre, ben il dit, et voilà, il y a quelque chose de plus dont on a besoin, hein, de plus que d'une mathématique des moyennes. On ne peut pas se contenter de faire des moyennes quand on doit étudier des systèmes complexes comme les décisions qu'on doit prendre pendant une guerre. Donc c'est pas le deuxième type, enfin le premier type de complexité. C'est pas une complexité désorganisée. Alors, il n'a pas étudié le système de l'intérieur, encore une fois. Et donc là, il dit, mais bon, et puis en plus, il est pragmatique. Hein, bon, côté américain, très pragmatique. Et puis pendant une guerre, on est extrêmement pragmatique. Et donc la question, c'est comment gérer ça. Et là, il fait un constat qui est très, très significatif, je trouve. C'est ces problèmes et une large gamme de problèmes similaires, donc dans la biologie, dans le médical, le psychosocial, etc., l'économie, la politique, donc, sont tous semblables parce que ce sont des problèmes complexes. Donc, ils sont semblables aux problèmes qu'il a dû gérer pendant la guerre. Ils sont tout compliqués. Ils sont trop compliqués, too complicated, trop compliqués pour fonctionner enfin, avec les techniques du 19e siècle, hein, les techniques statistiques. Et donc il faut une autre méthode de traitement. Et ce qu'il découvre, il dit, en fait, le mieux, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Hein. Il faut faire travailler ensemble des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs, mais aussi des physiologistes, des biochimistes, enfin, selon bien sûr les sujets, mais il faut faire des équipes pluridisciplinaires. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Nietzsche et la vérité, hein, et on parlait des forces interprétatives quand on doit prendre des décisions, c'est le résultat des interactions de plusieurs forces interprétatives hein, qui ont chacune une perspective sur une situation. Ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que chaque discipline, chaque science crée une sorte de force interprétative. Hein. C'est-à-dire qu'un économiste, il interprète le réel d'une certaine façon, avec une certaine perspective, mais le sociologue, il a une autre perspective, etc., le politicien, enfin, tous ces gens-là ont un psychologue, un socio-psychologue, enfin, vous voyez, tous ces gens-là ont des perspectives et des forces interprétatives différentes de la situation, et c'est en les faisant travailler ensemble
qu'on arrive à avoir une meilleure appréciation de la situation et à prendre de meilleures décisions. Oui. Donc ça ressemble beaucoup à ce que dit Nietzsche. Et Nietzsche dit oui, on ne peut pas avoir tous les points de vue ensemble. Et bien c'est ce que dit Warren Weaver. Une seule personne ne peut pas avoir tous ces points de vue. Donc le mieux, c'est de les faire travailler ensemble. De faire travailler ensemble des approches différentes. Hein. Donc là, on voit que Nietzsche avait sans doute une sorte d'intuition. Je ne dis pas que Nietzsche a développé une théorie de la complexité, mais il avait déjà l'intuition de ce que pouvait apporter ce côté pluridisciplinaire. Et là, encore une fois, Warren Weaver reste à l'extérieur du problème. Pour lui, une situation complexe, c'est une sorte de boîte noire qui a un comportement étrange, on va dire. Et donc, c'est en multipliant les points de vue, les perspectives, les types d'interprétation qu'on va arriver à prendre les bonnes décisions par rapport à cette décision. Voilà, donc là, après, Warren Weaver essaye de développer un peu, de revenir à expliquer ce que doit être la science. Hein. Et donc la science du futur, c'est évidemment une science de la complexité. Hein. Il dit par exemple, on doit arrêter de penser à la science en termes de succès spectaculaire dans la solution de problèmes simples. Voyez, il faut s'attaquer aux problèmes complexes. Voilà. Donc pour lui, par l'utilisation d'équipes pluridisciplinaires. Voilà, donc j'ai terminé la présentation de cet article. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un article fondateur. Alors, c'est un article, comme vous l'avez vu, qui ne rentre pas dans le fonctionnement interne des systèmes complexes. Ça, on le verra plus tard. Mais qui déjà nous les décrit de l'extérieur, hein, en comprenant qu'il y a un aspect un peu... ça a l'air, comment dire... non prédictif. Hein. On peut pas, c'est très difficile de prévoir l'évolution, etc., le comportement d'un système complexe, mais on sent bien que malgré tout, ça n'est pas totalement chaotique. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous mettrai en référence dans le commentaire de la vidéo des références sur le texte de Warren Weaver. Malheureusement, je ne crois pas avoir trouvé de traduction, donc je vous mettrai des versions anglaises. Si je trouve une traduction, je vous la mettrai, mais je crois que j'en ai pas trouvé, mais je vais rechercher. Je vous mettrai aussi des liens vers quelques livres qui peuvent être intéressants. De toute façon, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, parce que comme je vous l'ai dit, ça me semble un sujet vraiment fondamental. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, merci de la récompenser d'un petit pouce vers le haut ou d'un abonnement vers la chaîne. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.